Je suis Fodé Mohamed Souma, président de la Génération citoyenne GECI, député à l'Assemblée nationale et 5e vice-président. Okay. Honorable, vous avez certainement suivi l'actualité dominante depuis ces jours, en tout cas les rumeurs concernant peut-être une cacophonie entre le président de la République et son Premier ministre. D'abord, une première réaction. Je trouve que c'est pour amuser la galerie. J'estime que lorsque on veut démissionner, on n'a pas besoin d'apparat. Lorsque le président a besoin de quelqu'un, eh bien, il l'appelle. Ce n'est pas au président de se déplacer. Comme ce que nous avons vu hier, puisque j'habite à Kaporo et que le cortège a été obligé de passer par ici, je pense qu'on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin d'amuser la galerie. On n'a pas besoin non plus de se perdre en conjecture. Je pense que si le Premier ministre voulait démissionner, il savait exactement quoi faire. Si que le président l'accepte ou pas. Et quant au président, je ne dis pas qu'un président, moi président, je peux bien me rendre chez un ministre, je peux bien me rendre en famille, mais c'est d'une façon discrète, dans une voiture banalisée. Moi qui ai vécu en France, je peux vous dire que j'ai déjà rencontré 2 chefs de l'État. Hein? Donc, dans mon quartier, j'ai déjà vu un chef d'État. Sur l'autoroute, j'en ai vu un autre. Eh bien, c'était une moto banalisée et le président qui était dans la voiture, au volant en plus. Donc, c'est pour vous dire que la sécurité, c'est celle qui ne se voit pas. C'est celle qui est protégée en amont et en aval, mais on n'a pas besoin de tout cet apparat. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Je ne veux même pas le savoir. Je ne suis pas dans le secret des dieux. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, lorsqu'on veut démissionner, eh bien, on n'a pas besoin de tintamarre, on démissionne. Et comme les nominations sont à la discrétion du président, ben, c'est à lui de l'accepter ou de le refuser. Mais une démission est toujours motivée. Donc c'est pourquoi j'estime vraiment qu'entre les rumeurs et entre le folklore auquel on a assisté hier, je pense que les priorités sont ailleurs. Le problème se situe au niveau de l'hygiène publique, au niveau de la pandémie, au niveau vraiment de la situation désastreuse de notre économie, au niveau des populations, la paupérisation, la misère, cette casse qui n'en finit pas. Et depuis qu'on a commencé à casser, eh bien jusqu'à présent, on n'a pas encore eu le début, hein, le commencement du début, si j'ose dire, de ce qui va être mis à la place de tout ce qu'on a vécu. Non, sincèrement, je trouve que c'est regrettable de jeter un pavé dans la mare. Et depuis hier, vous les journalistes, tout le monde, on ne parle que de ça. Et pendant ce temps, eh bien, on a oublié l'essentiel. On peut se demander aujourd'hui, c'est qui le problème ou bien c'est quoi le problème entre Alpha Condé et Kassori Fofana? Ben, moi, je pense sincèrement, je l'ai dit tantôt, le président, il a vraiment mis à mal la posture et la parole présidentielle. Moi, président, j'ai besoin de n'importe qui, je l'appelle et il vient. S'il ne vient pas, j'envoie le chercher. C'est ça un chef. C'est l'autorité suprême. Ce n'est pas de la dictature. Non, je pense que même si vous êtes adversaire au président, lorsqu'il vous convoque, vous devez vous présenter. Hein, je parle de la fonction présidentielle. Et si le Premier ministre n'a pas voulu décrocher ou fermer ses téléphones ou je ne sais quoi, c'est eux qui savent. Mais sincèrement, un président n'a pas à faire ce qu'il a fait hier. S'il a envie de rendre visite à son Premier ministre, il peut le faire vraiment dans une voiture banalisée. Et personne n'en saura rien. Si maintenant c'est pour aller le rencontrer, on n'avait pas besoin d'autant de bruit, d'autant de désagréments causés à la population. Non, non, moi je crois qu'il y a anguille sous roche et je n'ai pas envie de me torturer l'esprit à réfléchir qu'est-ce qui a bien pu se passer, qu'est-ce qui se passe. Non, non, non. Je crois que les Guinéens ont d'autres chats à fouetter que de se perdre en conjecture avec un problème qui n'en est pas un. Okay. Honorable député, nous sommes à 2 jours en tout cas du passage annoncé du Premier ministre à l'Assemblée nationale. Vous, en tant que député, vous êtes au Parlement, qu'est-ce que vous avez réservé, en tout cas dans quel esprit vous réservez en tout cas l'accueil du Premier ministre? Ben nous l'attendons de pied ferme.
après ses dernières déclarations en tant que Premier ministre, nous l'attendons. Et je puis vous assurer que malgré tout le discrédit que l'on jette sur l'Assemblée, et vous vous rendrez compte parce que vous serez là, un discours de politique générale qui sera suivi de débats, vous serez là, vous serez témoin, voilà, et vous verrez qu'à l'Assemblée nationale, ce n'est pas un parti monocolore. Ce ne sont pas des députés bénis. Non, les députés du RPG Arc-en-Ciel qui sont là-bas sont les premiers à vouloir que leur patron ait des résultats. Les députés qui sont à l'Assemblée sont des élus du peuple qui pensent à l'intérêt du peuple. Donc quand on parle de majorité écrasante, quand on parle d'assemblée monocolore, c'est uniquement pour nous discréditer. Mais vous serez acteur, vous verrez que le Premier ministre sera cuisiné. Ce que je regrette, c'est que nous avons demandé le discours avant qu'il ne soit là, afin que nous puissions décortiquer, afin que nous puissions nous préparer en conséquence. C'est comme ça que ça se passe partout. Ce n'est pas le cas, mais malgré ça, une fois qu'il aura fini son discours, soyez sûrs que nous serons assez alertes pour prendre des notes et vraiment poser des questions essentielles, importantes, par rapport au contenu, par rapport à la vision, par rapport au chiffrage, par rapport à ce qui attend le peuple de Guinée. Donc ce discours de politique générale, c'est regrettable. C'est un exercice qui devrait être annuel. J'ai appris que depuis le mois de juin 2018, le Premier ministre n'est pas passé à l'hémicycle. Je crois que ça doit être annuel et nous ferons en sorte que tous les ans, de la même façon que le président adresse un discours à la nation, que le Premier ministre aussi s'adresse aux députés afin de pouvoir défendre sa ligne, son projet et que nous puissions en débattre. Je crois que la Guinée a besoin de cette forme de transparence pour que nous puissions avancer. Parce que le budget tel qu'il a été présenté, aussi bien dans la loi, dans la LFR, la loi de finances rectificative, nous avons estimé qu'on ne peut pas accepter ce qui nous a été présenté. Mais puisqu'il y a la pandémie, puisqu'il fallait passer à la LFI, la loi de finances initiale, nous avons laissé passer. Et cette loi de finances initiale a été vraiment mise à mal. Mais on ne peut pas non plus laisser le pays sans budget. C'est pourquoi nous les attendons dès le mois de juin par rapport à la loi de finances rectificative de cette année. Honorable, avec vu tout ce qui se passe actuellement avec le Premier ministre, est-ce qu'on peut prédire qu'il ne puisse pas se présenter ce jour, en tout cas de ce mercredi? Franchement, je vous l'ai dit tout à l'heure, je n'ai pas envie de me livrer à de la masturbation intellectuelle comme si je n'avais rien à faire. Je n'ai pas envie non plus de verser dans cette cacophonie depuis 24 heures. Non, nous estimons que le discours de politique générale, c'est pour le mercredi, le 7. Et donc, nous attendons. Ce serait grave, dramatique, pitoyable, pathétique que ce jour-là, on nous annonce que c'est reporté, c'est décalé ou quoi que ce soit. Je crois que nous allons fêter notre première année de législature. Jamais le Premier ministre n'a mis les pieds là-bas. C'est inadmissible. Ne serait-ce qu'une visite de courtoisie, alors que les ministres ont défilé là-bas, en intercommission comme en plénière. Donc je crois que cette fois-ci, il sera là. S'il n'est pas là, ben nous aviserons, mais moi je ne fais pas de la politique fiction, je reste sur le factuel. Il est prévu qu'il passe le mercredi et j'ose espérer qu'en dépit de tout ce qui se raconte dans la cité, il sera face à nous, afin que nous puissions vraiment connaître le contenu, discuter ensuite entre nous, avec lui, dans la défense des intérêts du peuple. Vous avez demandé le discours, vous n'avez pas eu. Est-ce que peut-être ça sous-entend qu'on ne pourra pas vous laisser poser des questions? Ah non, non, non. Peut-être ce discours, juste venu présenter son discours et partir. Non, 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 non. Le règlement est très clair. C'est une déclaration de politique générale suivie de débats. C'est clair. Maintenant, pour que les débats puissent être consistants, pour que les débats
puisse vraiment porter entre les questions-réponses, les interrogations, les justifications, il aurait fallu qu'on ait le discours. Parce que rien ne s'invente. C'est un discours qu'il va lire. Mais si nous, députés, avions reçu ce discours avant, ça nous aurait mieux préparé à l'exercice. Nous aurions pu décortiquer, nous aurions pu discuter en commission, dans nos groupes à l'Assemblée. Nous aurions pu travailler entre nous. Voilà. Si on donne le discours avant, c'est pour que les gens puissent se préparer en conséquence. Ce n'est pas du tout pour amuser la galerie. Non. Je crois que le fair play dans de pareils cas, c'est que nous soyons tous logés au même niveau d'information avant le discours. Mais qu'à cela ne tienne, une fois qu'il va démarrer son discours, nous aurons nos plumes et nos feuilles, nous prendrons note. Je crois qu'il y a assez de compétences sur les bancs pour savoir qu'on peut être réactif par rapport à ce qu'il va dire. En tout cas, moi, Fodé Mohamed Souma, soyez sûr que le discours soit entre mes mains avant ou au moment où je vais l'écouter, eh bien, vous aurez le même résultat me concernant parce que je serai très alerte sur les questions que j'aurai à lui poser. Cette actualité autour d'une probable augmentation du prix du carburant après le mois de Ramadan, parce que ça se dit même à la présidence, vous avez entendu le président nous dire. Qu'est-ce que vous pensez de tout cela? La cherté que... Non, moi je pense que rien ne justifie l'augmentation du prix du carburant. Rien ne le justifie. Vous savez, ce gouvernement s'est livré à du gaspillage. Ce gouvernement, au nom de la souveraineté nationale, s'est dit qu'il fallait organiser les élections nous-mêmes. On est les Guinéens, on est capables. Nous sommes dans le pays dans le seul pays au monde où on a dit qu'on pouvait rester digne dans la pauvreté. On l'a chanté, on l'a dansé, ce qui est vraiment pathétique. Donc on s'est dit, voilà, on a bombé les torses, on est capable. Et résultat des courses, eh bien, après avoir organisé ces 3 élections, eh bien, aujourd'hui, les caisses sont vides. C'est ça la réalité. Il n'y a pas eu de projection, il n'y a pas eu d'anticipation, rien. On a dépensé à tout va. Je ne suis pas dans le secret des dieux pour me glisser sur le terrain de la planche à billets, mais tout le monde sait que les recettes ont baissé et on ne peut pas, avec des recettes en baisse, maintenir le même niveau. Donc, j'estime sincèrement que le carburant, c'est encore une façon de faire payer ceux qui n'ont rien à voir là-dedans, c'est-à-dire les pauvres populations qui n'ont pas été soutenues pendant cette pandémie, comme on l'a vu dans les autres pays, où les populations ont été nourries, les populations ont été soutenues, les populations ont été accompagnées. Ben, nous n'avons rien connu de tout ça. Et au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe, si vous le permettez l'expression? Eh bien, on dit qu'il faut payer. Mais cette addition, qui doit payer? Regardez un peu. Je pense sincèrement, moi, en tant que financier, j'ai pas du tout... J'aime pas le gaspillage, mais j'ai pas peur des déficits. D'ailleurs, aucun pays n'avait les moyens de sa politique de riposte. Mais seulement lorsque vous vous lancez dans une telle course-poursuite, il y a des mesures d'accompagnement. Et puis, vous avez aussi, vous anticipez comment financer tout ça, comment résorber vraiment le déficit que ça va créer. Mais lorsque vous êtes là à tendre la main, à dépenser, à vous prendre pour les plus beaux, au moment de payer l'addition, on se rend compte que oui, on a fait beaucoup de gaspillage. Oui, il y a eu beaucoup de détournements de deniers publics, il y a eu beaucoup de malversations financières, ce que nous appelons dans notre jargon l'orthodoxie financière a vraiment quitté ce pays. Donc, et aujourd'hui, on se réveille avec la gueule de bois, il faut payer. Non, s'il faut payer, il fallait commencer d'abord par le gouverneur autrement, c'est-à-dire commencer par vraiment réduire le nombre de ministères, parce que le sacro-saint principe de l'économie budgétaire, c'est d'abord le train de vie de l'État.
Et comme je le dis souvent, la Guinée n'a pas besoin de 20 ministères. Il suffit de créer des pôles et des chapeaux. Donc, le train de vie de l'État. Le président de la République a ramené tout ce que vous pouvez imaginer auprès de la présidence. Ce qui fait que les frais de fonctionnement au quotidien sont énormes. Mais pendant ce temps, comment font les autres? Comment est-ce qu'on peut avancer? On nous crée des structures, AMAFIC, je ne sais quoi. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on ne s'est pas posé 4 questions. La première, le Guinéen a besoin de quoi? Se nourrir, se loger, se soigner, s'éduquer. Et puis, ce que j'appelle une introspection collective. Que voulons-nous? Où allons-nous? Où en sommes-nous? Voilà des questions qui doivent s'adapter vraiment à notre politique économique, à notre politique sociétale, à tout ce que nous faisons dans ce pays. Le copier-coller, c'est pour les autres. Il faut adapter. Et pour moi, aujourd'hui, le cas de la Guinée, ça commence par le développement endogène. Nous devons connaître nos besoins, nos capacités, nos possibilités, et essayer de créer une combinaison. On ne peut pas aujourd'hui vouloir faire l'économie à l'ancienne, vouloir faire des projections ou des projets dans les salons feutrés de Miami ou de Paris. C'est ici que ça se passe. Nous avons les compétences pour ça, même au niveau de l'Assemblée. Je vous donne un exemple. La 8e législature, le plan quinquennal a été fait par le NDI et l'USAID. 3 ans, ça leur a pris. Eh bien, la 9e législature, 4 députés et moi, ça nous a pris 3 mois. Donc, imaginez les économies que nous avons pu réaliser. 3 années, billets d'avion, hôtel, per diem, essence, voiture, nourriture. Eh bien, nous, 5 personnes, on a fait. Et vous allez voir, lors de l'anniversaire de l'an 1, nous allons faire cette présentation. C'est pour vous dire que les ressources humaines sont là. C'est pour vous dire que lorsque on décide de mettre les Guinéens ensemble pour travailler, ils y arrivent. On le voit même à travers notre politique aux côtés du chef de file. C'est facile, c'est possible de faire travailler. Mais on fait croire à tout le monde que nous sommes divisés, qu'il y a l'ethnostratégie, qu'il y a ci, il y a ça. Alors qu'il suffit de mettre les Guinéens ensemble pour qu'ils puissent se mettre au travail. Donc aujourd'hui, rien, absolument rien ne justifie. Et il faut que ce gouvernement incompétent arrête de se livrer à des comparaisons. Certes, comparaison n'est pas raison, mais vous ne pouvez pas vous permettre des sottises, comme dire en Guinée, l'essence est à 9 000 francs, en France c'est à 14 000, en Côte d'Ivoire, à Dakar. Mais non, le problème c'est pas le prix à la pompe, le problème c'est le pouvoir d'achat. Vous ne pouvez pas comparer un pays comme la Guinée qui a un SMIC à 40 € et la France qui est à plus de 1000. Allez voir le niveau de vie des Sénégalais, des Ivoiriens. Donc il faut qu'ils arrêtent d'amuser la galerie, parce que c'est parce que eux qui décident et qui parlent ne payent pas l'essence. C'est pourquoi, lorsque vous avez des centaines de litres d'essence de dotation, vous vous en foutez que le prix augmente ou pas. Eh bien, moi j'ai demandé depuis le début de la pandémie au gouvernement de subventionner le carburant afin qu'on continue à maintenir les règles de distanciation dans les transports en commun, même chez les particuliers, 4 par voiture, 2 par moto, parce que la maladie est là, elle est en train de nous ronger. Regardez, la France est reconfinée, tous les pays, on a dépassé les 3 millions de morts. Et ces gens-là nous font croire que tout va bien, tout va bien. Mais non. Le mensonge d'État, ça suffit. Il faut aujourd'hui qu'on s'occupe des Guinéens, qu'on s'occupe de notre santé, qu'on s'occupe de notre hygiène de vie, qu'on s'occupe de cette jeunesse qui pense que l'avenir est ailleurs, qu'on investisse dans l'éducation, qu'on fasse en sorte que ce pays avance. Donc quand vous dites gouverner autrement, c'est changer la donne, c'est rectifier le tir, c'est essayer d'améliorer ce qui n'a pas marché. Mais vous ne pouvez pas, dans un premier temps, reconduire les mêmes et vous attendre à un autre résultat. Vous ne pouvez pas non plus continuer à dénoncer sans sévir.
C'est catastrophique, la communication présidentielle. Il y en a qui font, il y en a... On se limite au constat, mais un chef, il est là pour orienter, pour récompenser, pour sanctionner. Vous ne pouvez pas dire qu'il y a eu des détournements, mais comme d'un trait de plume, vous effacez et vous dites à partir de maintenant, ça va changer. Vous ne pouvez pas constater l'inqualifiable, l'injustifiable et continuer encore à faire des discours. Non, moi je crois qu'un chef doit décider. Lorsqu'il y a malversation, il est important de mettre un terme à l'impunité. Il est important de mettre le curseur sur l'égalité des chances, sur les droits, les devoirs, les obligations qui s'imposent à tout le monde, à commencer par les élus, les nominés, les gouvernants et tout le monde. Tant que vous n'allez pas créer cette forme de justice sociale, eh bien vous allez avoir des sociétés à double, triple vitesse. Et donc il est temps que ce gouvernement se pose, à commencer par le président. Aujourd'hui, les discours, ça suffit. Ce que nous voulons, c'est des résultats. Ce que les Guinéens attendent aujourd'hui, c'est qu'est-ce que va nous apporter cet acharnement à un troisième mandat, ce slogan de gouverner autrement, qu'est-ce que ça va nous apporter? On ne peut pas continuer à aller à volo, à naviguer à vue, à improviser. Il est temps qu'on se pose, qu'on se parle. Il est temps qu'on sache que tant qu'il n'y aura pas d'accalmie dans ce pays, on n'aura pas de paix. Et donc c'est le lieu de demander au chef de l'État de faire en sorte que son discours soit beaucoup plus dans la solennité. On n'attaque pas un État frère. Parce que s'il y a un problème avec Macky Sall, qu'il appelle Macky Sall son homologue, qu'il se parle. Mais il ne faut pas qu'il oublie qu'il a des compatriotes qui vivent là-bas. Ce n'est pas une erreur, c'est une faute. C'est improductif. Il aurait fallu, par exemple, créer un corridor. Vous parlez de sécurité, ok, on va créer un corridor sécurisé. Tout camion qui entre, qui sort, est fouillé, accompagné, vérifié. C'est plus efficace que de fermer hermétiquement. Regardez la montée des prix. Même les produits locaux, on augmente le prix sur la seule base que les frontières sont fermées, alors que ça n'a pas d'impact. Donc c'est pour vous dire que c'est contre-productif de fermer. Je parle des personnes arrêtées. Vous ne pouvez pas mettre à mal une procédure judiciaire. Vous avez la garde à vue. Elle est cadenassée sur 48 heures. Vous avez l'instruction, vous avez le jugement. Vous ne pouvez pas transformer des détentions provisoires en détention, je ne sais, permanente. Il est temps que ce gouvernement sache que tout le monde peut être arrêté, mais il y a la forme. Tout le monde est justiciable, mais il y a la forme. Eh bien, moi, je demande à ce que les gens qui sont en prison soient jugés. Parce que les procédures, on en a ras-le-bol maintenant, qu'on nous dise voici, c'est sorti, c'est monté. Non, ça suffit. Ce discours vraiment élémentaire de mensonge, ça suffit. Ok? Vous arrêtez quelqu'un, c'est dans les formes, ça n'a pas été le cas. Vous arrêtez des responsables politiques et vous justifiez que ce n'est pas des prisonniers politiques. Vous arrêtez des gens, vous les maintenez en détention sans procédure judiciaire, etc. Mais pendant ce temps, pendant qu'on amuse la galerie, eh bien, le pays n'avance pas. Au lieu de perdre son temps à s'occuper de ces genres de problèmes, eh bien, c'est de s'occuper de cette pandémie, c'est de s'occuper de l'emploi des jeunes, de l'autonomisation des femmes. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de continuer à amuser la galerie, à détourner l'esprit du Guinéen, parce que... qui vous dit que même ce qui se passe en ce moment, ce n'est pas pour divertir la population? Parce qu'on ne parlait que des maisons cassées, on ne parlait que de la souffrance des Guinéens. Eh bien, ça suffit. Il faut qu'on se mette à faire de la politique, au lieu de se comporter en politicien. Vous savez, le poisson d'avril, on est tous passés par là lorsqu'on était petits, mais lorsque vous avez à gérer un pays, je crois que tous les jours, c'est un poisson d'avril. Tous les jours, vous devez surprendre votre population. Tous les jours, vous devez être en action, créer, faire évoluer votre pays. Alors, moi, j'aurais voulu savoir ce qui s'est passé par rapport au renforcement de la sécurité autour de l'Assemblée nationale, parce que de certaines informations, cette
concerne directement, qu'est-ce qu'il en est? Vous savez, j'ai refusé de parler de ce problème parce que vous savez, lorsqu'une enquête est en cours, il ne faut pas en parler. Donc l'enquête est en cours, donc vous comprendrez aisément pourquoi je refuse d'en parler, mais c'est regrettable. C'est regrettable d'en arriver là. Ça me fait très très mal parce que vous savez, vous avez ce qu'on appelle des collaborateurs au début, même vous devez être des collaborateurs. Mais après, vous allez dîner l'un chez l'autre. Après, vos femmes vont se connaître. Après, donc, les relations professionnelles se terminent toujours vraiment en rapprochement. Et donc, ça me fait beaucoup de peine. J'ose espérer que l'enquête va avancer très rapidement pour que nous soyons édifiés. C'est tout ce que je peux dire par rapport à ça. Mais sinon, la sécurité des locaux, c'est quelque chose d'essentiel. Les gens ne se rendent pas compte que l'Assemblée nationale, c'est la deuxième institution d'un pays. Les gens ne se rendent pas compte que la presse, c'est le quatrième pouvoir. Et quand je vois comment vous êtes malmenés, quand je vois comment la 8e législature a travaillé avant que nous ne soyons là, parce que ceux qui ont été là-bas avant et ceux qui viennent aujourd'hui pendant cette 9e législature voient la différence. La qualité de travail, les locaux, c'est-à-dire qu'on est en train de lancer la digitalisation que vous allez voir bientôt pour savoir ce que nous faisons. Vous allez aussi découvrir les locaux parce que l'an 1, on va inviter du monde, etc. Donc on est en train vraiment de faire du travail qui, s'il avait commencé avant, eh bien, nous aurait déjà fait avancer. Parce que d'ici la fin de cette législature, nous comptons être dans nos murs à Coloma. Nous comptons vraiment changer la donne. Nous sommes en train de lancer un programme. On est en train de monter les TDR de la formation des députés et du personnel parlementaire. Sincèrement, le bureau de l'Assemblée nationale, auquel j'appartiens, est en train de faire un travail extraordinaire. Et j'ose espérer que les autres institutions nous emboîteront le pas. Ce n'est pas normal que 63 années d'indépendance après, aucune de nos institutions ne soit dans ces murs. On est tous des locataires. Alors quand on me parle d'autonomie, quand on parle de souveraineté, j'ai vraiment envie de rigoler.